Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour et bienvenue à une nouvelle leçon avec moi, Stéphane Haller du blog Tea Masters. Aujourd'hui, nous allons voir deux exercices pour devenir un maître de thé. Hein, C'est un peu une classe un peu différente de ce que je fais d'habitude, donc il va falloir un peu que je l'introduise un peu plus précisément. En fait, le premier exercice, c'est vraiment la toute première classe que j'ai prise avec T. Parker. Elle ressemblait beaucoup à ça, et c'est donc un exercice qui est vraiment fondamental dans la maîtrise du thé, qui est fondamental pour devenir un maître de thé, qu'on soit amateur ou bien professionnel, bon, forcément encore plus pour être professionnel, mais même pour un amateur, hein, c'est vraiment une classe très importante, puisque ce fut la première pour moi, il y a 18 ans, avec T. Parker. Bonjour Vlad. Je vais me mettre sur mon feed ici, comme ça je pourrai voir vos questions et y répondre au fur et à mesure du cours, si vous en avez. Hein. Donc, cette première leçon de thé avec T. Parker il y a 18 ans, à quoi elle ressemblait? En fait, c'était une leçon d'eau. Hein. On n'a pas bu du thé, on a juste bu de l'eau. Et dans cette leçon d'eau, en fait, il s'agissait de reconnaître les eaux. Alors, ça peut être fait comme ça, simplement. Prenez 10 coupes similaires. Hein, mais enfin, le mieux c'est qu'elles soient vraiment les mêmes. Euh, Notez-les en dessous, faites des notes, peut-être un petit sticker pour dire A, un sticker B ici sur ces deux prochaines tasses, un sticker C, D et E, enfin, donc un sticker chaque fois sous chaque tasse, pour que à chaque fois cela forme un couple. Et donc dans ces coupes, ensuite vous allez verser, donc si vous avez 5 coupes, hein, bien, si vous avez 5 eaux, vous verserez donc dans 5 couples de tasses. Euh, Ici, deux fois la même eau, une autre eau ici dans ces deux coupes-là, la troisième eau ici, la quatrième et la cinquième. Donc là, vous aurez obtenu donc 10 coupes en tout, avec 5 eaux différentes. Demandez ensuite à une main innocente, un ami ou une amie ou un parent, de venir changer l'ordre des coupes d'ici. Hop, 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 et puis hop. Et donc maintenant, bien sûr, vous ne regardez pas le changement de ces coupes là en haut. Et maintenant, l'exercice, en fait, il consiste à retrouver quelles sont les coupes qui vont ensemble. Donc, vous serez obligé de les boire toutes, l'une après l'autre, pour retrouver quelles sont les coupes qui contiennent la même eau. Donc ça, c'est vraiment l'exercice fondamental, mais également un exercice très très dur. En fait, il est tellement dur que la première fois que je l'ai fait, je l'ai raté. Donc j'ai pas réussi à trouver ça. C'est un exercice que T. Parker nous a redemandé de faire pour le cours de thé sommelier, hein, où j'ai là mon diplôme là derrière. Donc c'est un diplôme que j'ai reçu l'an dernier, j'étais major de la promo, et une épreuve éliminatoire, c'est effectivement de pouvoir reconnaître 5 eaux. Alors cette épreuve peut être plus ou moins difficile selon la qualité des eaux et si les eaux sont très différentes ou non. Alors moi il y a quelques précautions à prendre. Bien sûr, il faut que les eaux soient à la même température. S'il y en a une qui sort du frigo et pas les autres, elle sera plus facile à reconnaître, pas au niveau de son goût, mais juste par sa température. Donc il faut que toutes les eaux soient à la même température, et vaut mieux qu'elles soient à température ambiante, pas fraîche. Quand c'est trop froid, les arômes ont du mal à ressortir. Donc là, c'est simplement avec votre palais,
peut-être un petit peu avec le nez en fait aussi, que vous allez essayer de reconnaître euh, les os. Alors, pour que ce soit un peu plus simple au départ, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de le faire avec 5, vous pouvez commencer avec 3 ou 4 os. Ça sera une façon de commencer un peu plus en douceur. Euh, et quels os utiliser pour ce test? Alors, le mieux, en fait, c'est d'utiliser des os qui vous sont déjà un peu familières. Par exemple, votre eau du robinet, l'eau que vous utilisez le plus régulièrement pour euh, boire votre thé, peut-être également une eau minérale un peu connue, qui sort un petit peu du lot. Par exemple, on va donner une marque, hein, Evian, c'est une eau très minéralisée qui d'habitude est assez facile à reconnaître parce qu'elle a vraiment beaucoup de minéraux. Alors que des eaux peu minéralisées, comme Épar, Montroucous, celles-ci, comme elles ont très peu de minéraux, en fait elles sont assez semblables, hein. C'est plus elles ont de minéraux, plus elles vont avoir un goût particulier qui vous permettra de les identifier. C'est pour ça que d'habitude l'eau du robinet euh, avec une petite touche de chlore pour la rendre potable est d'habitude assez facile à reconnaître. Et donc cet exercice-là, il est vraiment pas simple. Essayez de le faire dans un temps pas trop long parce que bon, au bout de 5 minutes, à force de goûter de l'eau, hein, tout a le goût de l'eau, donc ça devient de plus en plus difficile à reconnaître quelle est la bonne eau. Donc essayez d'être vif et alerte et d'arriver à faire un jugement assez rapide sur quelle est l'eau qui va ensemble. Donc une fois que vous avez, hop, là je ne peux pas le faire vu que je n'ai personne pour m'aider à changer les coupes. Mais donc, hein, l'autre truc, c'est de ne pas prendre des trop grandes gorgées en fait. Habituez-vous à prendre vraiment juste des toutes petites gorgées. Et ça suffit en fait déjà euh, pour votre palais, pour identifier l'eau. Hein, ça c'est un autre truc que vous verrez parce que si on boit trop d'un coup, voilà, déjà à la fin, si on a 10 tasses, ça nous rend un peu ballonnés et ça endort un peu plus encore euh, notre palais, nos taste buds, hein, euh, nos terminaisons nerveuses sur la langue et dans le palais. Alors, un autre petit conseil, euh, à quoi je pensais encore? Euh, Là, j'ai perdu un petit peu le fil de ma pensée. Mais donc ça, c'est un exercice qui se paraît simple, en fait très difficile, mais et qui vraiment est tout en finesse, hein, parce que qu'est-ce qui est plus difficile de reconnaître, c'est les os, hein. Et pourquoi il est important? Parce que le thé, c'est surtout de l'eau, hein. Ensuite, les odeurs du thé, elles sont plus simples d'habitude à reconnaître, mais ça va être vraiment euh, votre euh, pas technique, c'est si vous arrivez à avoir une sensibilité assez bonne pour reconnaître les os, votre sensibilité sera suffisante et bien plus que suffisante pour bien reconnaître les petites différences dans les saveurs d'un thé, hein. Donc, arriver à reconnaître les saveurs, les arômes d'une eau et d'arriver ensuite à la retrouver, c'est vraiment un exercice fondamental qui va vous enseigner comment, où est-ce que ça se joue au niveau du goût pour ces petites changements de goût entre d'une eau à l'autre. Et pareil, ça va vous apprendre aussi à tester des thés différents, hein. Et là, vous serez vraiment bien armé pour le faire. Et alors, donc, quelques trucs qui me viennent en tête. Un, donc, vous remarquerez qu'il y a des moments où c'est plus simple à faire ce test que d'autres. Euh, on dit que les sommeliers en vin, c'est autour de 11 heures qu'ils doivent faire leur dégustation. C'est là que nos, euh,
taste buds, hein, comment est-ce qu'on dit ça en français? Là, j'ai perdu le mot. Sont les plus vifs, les plus aguerris. Et c'est donc le moment où vous serez également le, le- au top pour faire ce test. Si vous le faites après avoir fait un repas très épicé, vous remarquerez que les épices auront un peu détruit votre sensibilité et que ce sera beaucoup plus difficile. Pareil, si vous êtes fumeur, hein, après une cigarette, les goûts mettent un peu de temps à revenir dans votre bouche. Donc, j'espère peut-être que même cela va vous motiver à arrêter de fumer. Voilà. Mais euh, donc, ça, c'est un très bon entraînement. Euh, et c'était la toute première leçon euh, que j'ai faite avec T. Parker. Donc c'est assez ah, les papilles. Merci beaucoup, Romain, les papilles. Euh, donc c'est vraiment un très bon entraînement, pas seulement pas seulement pour l'eau, mais aussi pour le thé. Voilà, donc ça c'est l'exercice numéro un. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Voilà, mais avant que je fasse, qu'on passe à cela, si vous avez d'autres questions, posez-les. J'en profite pour vous annoncer une bonne nouvelle. Hop. Mes cartes postales sont prêtes. Hein, donc vous aviez choisi ces deux photos comme vos photos préférées pour l'année dernière sur le blog. Ensuite, vous aviez voté sur Facebook. Merci beaucoup pour votre nombreuse participation et pour m'avoir aidé à choisir ces deux photos. Donc, vous voyez à l'arrière, c'est vraiment comme des cartes postales. Vous pouvez les envoyer à vos amis ou bien les collectionner pour vous. Dès que vous recevez une commande de T-Masters, je vous offre toujours des cartes postales, les plus anciennes au départ. Si vous êtes un client régulier, ce sont celles-ci que vous recevrez dorénavant. Et pour cette année, en fait, je me suis dit, tiens, elles sont très très belles ces photos. D'ailleurs, c'est moi qui les ai prises. Hein, donc elles sont exclusivement sur mon site. Mais et elles sont toutes les deux au bord de l'eau. L'eau est un petit peu sombre dans les deux cas. Ça donne peut-être un petit peu envie de se noyer, surtout en cette année qui n'a pas été très très rigolote. Alors je me suis dit, on va en faire une troisième euh, photo, une troisième carte postale à partir de cette très jolie photo bien plus ensoleillé, bien plus gai, avec des jolies couleurs, un thé de haute montagne frais et éclatant. Euh, et donc, pour cette année, pour vous donner un petit peu plus de pêche, hein, pour vous sortir des idées moroses, peut-être que tout le monde avait un petit peu des idées moroses là en fin 2020, début 2021. Donc, les votes sont portés sur ces deux photos qui peut-être représente bien l'an passé, mais pour l'avenir, pour la nouvelle année, je me suis dit qu'un petit peu de joie et de bonne humeur nous fera du bien. C'est pour ça que cette année, j'ai fait une troisième carte postale et j'espère que vous allez bien aimer. Voilà, donc après cet exercice sur l'eau, que vous pouvez donc répéter assez régulièrement en le compliquant, hein, en le faisant avec de plus en plus d'eau, hein, passer de 3 à 4, puis à 5 eaux différentes, et peut-être varier les eaux de temps à autre. Donc ça va être un test et un entraînement pour vos papilles. Merci. Ah, super Vlad. Content qu'elle te plaise, que c'était ta préférée. Euh, donc, euh, parce que en fait, c'est avec 5 tasses, il fallait en avoir 3 sur 5 pour pour pouvoir prétendre recevoir ce certificat de thé sommelier, hein. Donc, pour le test du thé sommelier, ça se faisait sur 5 coupes, ce qui n'est vraiment pas simple. On est beaucoup à être passé au rattrapage, hein. Moi aussi d'ailleurs. Peu l'ont eu du premier coup. Alors, maintenant, quel est cet autre exercice qu'on peut faire pour devenir un maître de thé, pour s'instruire? Alors,
Euh, Comment s'entraîner pour améliorer sa sensibilité, demande Vlad. Et bien justement, c'est de s'entraîner, hein. C'est donc au départ, on commence avec deux, trois coupes et après on en fait plus. On peut commencer avec des eaux assez différentes au départ aussi et peu. Et une fois qu'on les reconnaît plus facilement, passer à plus. Et donc, une chose que vous remarquerez, c'est que cette sensibilité, elle se travaille avec l'habitude, et aussi c'est une sensibilité qui s'entretient, hein. Pas seulement elle se travaille, mais aussi elle s'entretient en faisant attention à ce qu'on mange et à ce qu'on fume. Hein. Donc l'idéal, ne pas fumer et ne pas manger des choses épicées, en tout cas pas avant ce genre d'entraînement, puisque c'est ouais, ça rendrait un petit peu vos papilles sourdes pour entendre tous ces petits changements de goût entre une eau qui est un petit peu minéralisée avec du sodium et une autre qui est minéralisée avec du magnésium et du calcium. Enfin, donc là, vous remarquerez en fait qu'on a un instrument très très puissant, mais pourvu qu'on y preste attention et qu'on qu'on s'habitue à l'utiliser aussi. Et donc c'est une question d'entraînement d'habitude, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en testant qu'on devient testeur, hein. C'est en s'entraînant qu'on devient meilleur. Alors, donc le prochain exercice, une fois qu'on maîtrise bien nos papilles, c'est de comparer des thés, en fait, hein. Alors, euh, et cette comparaison-là, si on est débutant, on va faire des comparaisons de thés très différents, et plus on devient expert, plus on va essayer de faire des comparaisons entre des thés qui sont de plus en plus similaires. Voilà. Alors par exemple, si j'étais débutant maintenant, hein, euh, ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter 6 thés des 6 familles, hein, vert, jaune, blanc, oolong, rouge et noir, hein, power, et de les goûter l'un après l'autre. Et donc euh, là, ça vous donnera vraiment déjà une bonne idée de quoi attendre de chaque famille, hein, puisque donc en comparant 6 thés de 6 familles différentes, vous pouvez avoir une bien meilleure idée de qu'est-ce que ça veut dire le thé vert, hein, parce que vous pouvez le comparer maintenant aux 5 autres familles de thé, voilà, blanche, jaune, oolong, rouge et noir. Voilà. Mais donc en fait, pratiquement toutes les leçons que nous faisons avec T. Parker, elles ont une partie euh, théorique et puis une partie pratique. La partie pratique, ça va pratiquement toujours être comparer deux, trois thés les uns avec les autres. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Euh, Passons maintenant un petit peu dans ce détail. Alors, une manière, hop, c'est de le faire avec un set de compétition, comme ça par exemple. Donc ça c'est le set qu'on utilise dans la plupart des compétitions de thé et également ce qu'utilisent la plupart des testeurs, des gens qui sélectionnent le thé. Ça se compose, ouais, il y a également hop, une assiette avec le thé. Ensuite, c'est infusé là-dedans. Et puis, l'infusion ensuite est versée dans cette grande tasse. Donc ça, c'est une méthode très standardisée qui avait été mise au point par les Anglais lorsqu'ils faisaient leurs achats et leur sélection de thé, notamment à Darjeeling, en Inde, sur les comptoirs aussi en Chine. Donc c'était vraiment une méthode très très déjà assez ancienne et très standardisée. Je crois que ça fait 150 millilitres ça. Et c'est encore utilisé à Taïwan notamment pour la compétition des thés de Dongding, et même toutes les autres compétitions l'utilisent.
sauf que Dongding c'est la plus grande, donc c'est celle qui me sert souvent de référence. Et leur méthode, leurs paramètres, c'est 3 grammes, eau bouillante et 6 minutes. Hmm. Alors, euh, faisons à nouveau un petit pas en arrière. Ce que je vous présente maintenant, cette manière de comparer des thés, c'est une manière, on va dire, un petit peu scientifique, puisqu'elle est standardisée. On va même mesurer avec une balance les 3 grammes. Euh, Éventuellement, vous pouvez même prendre un thermomètre pour la température de l'eau. Bon, moi, je suis habitué à entendre quand elle arrive à ébullition. Et puis, on peut même prendre une montre pour regarder les 6 minutes. Ou bien un petit réveil bien avec votre téléphone portable, la fonction timer, pour bien mesurer exactement 6 minutes, pour que chaque fois, quand vous comparez des thés, vous appliquez toujours les mêmes paramètres, et ça va mieux vous permettre de comparer non seulement les thés que vous comparez aujourd'hui, mais également dans votre mémoire les thés que vous avez comparés dans le passé avec ceux que vous allez également comparer dans le futur. C'est surtout valable pour des thés qu'on va goûter la première fois. Et donc pour une approche un peu plus rationnelle, scientifique de la chose. Mais, un grand mais, ce n'est pas la manière idéale de préparer les thés. Hein. Là, je veux être un petit peu clair là-dessus. Maintenant, ce que je présente comme manière, je ne dis pas c'est la manière idéale de préparer les thés. Celle-là, je vous l'ai déjà montré un peu plus souvent dans le passé, dans les cours passés, en faisant un chashi. Donc là, j'ai gardé une petite plante pour, euh, pour le contact avec la nature et pour faire joli. Mais là, je ne suis plus vraiment en mode chashi. Hein. Là, on est en mode euh, bien plus scolaire, presque scientifique, d'apprentissage. Et ça, c'est juste une manière. Alors, j'avais également montré d'autres manières. On peut également utiliser euh, le Gaiwan pour faire ce genre d'infusion, ou bien on peut même faire les infusions directement dans un bol, surtout si les feuilles ne sont pas roulées en boule. Mais c'est une méthode, celle-ci en tout cas, c'est peut-être la méthode euh, la plus courante, vu qu'elle est utilisée dans les grandes compétitions euh, et où l'on peut comparer ainsi parfois jusqu'à 100 thés d'un coup. Hein. Les juges, ils ont une grande table et ils ont ce genre de sets l'un à côté de l'autre hein, et une rangée de 100. Et très rapidement, ils vont infuser une centaine de lots différents pour les comparer euh, avec ouais, beaucoup de rapidité. Euh, Nous, maintenant, on n'est pas des juges de compétition, on n'a pas non plus une centaine de thés chaque fois à notre disposition. Euh, c'est plus simple de se pencher et de se concentrer sur un ou deux thés à la fois. Alors, euh, faut-il faire un thé à la fois ou bien deux thés à la fois? Ça dépend un petit peu des goûts et des habitudes de chacun. Avec Tea Parker, je sais que nous le faisons d'habitude toujours un thé à la fois, c'est-à-dire on teste un thé et une fois qu'on a fini de le boire, on passe à l'autre thé. Et à ce moment-là, on se rappelle ce qu'on avait dans la tête, ce qu'on vient de boire il y a quelques minutes. Par contre, euh, il y a beaucoup de gens qui préfèrent tester les deux thés en même temps, en parallèle, et passer ensuite de l'un à l'autre pour vraiment goûter en parallèle, au même moment, deux thés différents. Donc ça c'est... euh, il n'y a pas de méthode qui soit meilleure que l'autre, ça dépend un petit peu de votre propre appétence, de ce que vous cherchez à faire. Euh, et par contre, plus vous allez avoir de thés différents en même temps, quand même moins vous allez être concentré euh,
Et c'est pour ça, bon, quand même, au niveau débutant, je dirais, et même moi, après 18 ans, hein, je fais rarement plus que deux thés à la fois pour comparer, hein. Là, parfois trois, mais trois pour moi, c'est un peu le maximum, déjà maintenant. Donc, je vous conseille plutôt d'en faire un à la fois, ou deux, au grand maximum. Voilà. Alors, je commence à avoir soif. On va préchauffer les, nos accessoires en porcelaine. Donc vous remarquerez que c'est une porcelaine ici qui est très neutre. Elle est ni céladon, ni ivoire. Hein, c'est vraiment du blanc-blanc. C'est Ariel qui lave plus blanc que blanc. Et donc c'est vraiment hyper neutre pour bien voir la couleur du thé sans essayer de l'améliorer. Donc on est vraiment euh, dans, dans une démarche qui n'est plus la démarche du Gong Fu Cha où on essaie de faire la meilleure coupe possible. On est vraiment plus dans la démarche de l'apprentissage, de la compréhension des feuilles, et donc qui est vraiment une méthode qui sied à la première fois qu'on déguste un thé, pour bien le connaître, et le connaître de manière rapide. Hein, plutôt que de là le Gong Fu Cha, c'est passer c'est découvrir un thé infusion après infusion doucement, hein, c'est tourner autour du pot, c'est un petit peu une longue discussion, euh, et essayer chaque fois d'en tirer le meilleur, alors que là c'est la méthode brutale. D'un coup on essaie d'infuser le maximum d'arômes, d'en tirer un maximum de saveurs de ces feuilles, et pour arriver rapidement à un jugement et à un résultat, hein. Donc là, on ne tourne pas autour du pot. C'est une méthode directe, un petit peu brute. Euh, c'est pour ça que ce n'est pas la méthode ultime pour infuser le thé, mais elle a son côté pratique, euh, et, et surtout pour l'apprentissage, euh, du fait qu'elle a des paramètres qui sont très clairs, euh, qu'on peut modifier, hein. Si vous trouvez que 3 grammes, ça vous donne toujours un goût trop fort, vous pouvez descendre 2 grammes 5 ou bien 2 grammes, surtout si vous avez un gaiwan qui est plus petit ou plus grand, donc vous pouvez adapter. Mais ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez trouvé le paramètre qui vous convient, de ne plus en changer, de toujours appliquer le même paramètre à tous les nouveautés que vous allez déguster, et cela vous permettra bien mieux euh, de pouvoir aussi les comparer entre eux. Et ensuite, bien sûr, ce qui est important, c'est d'arriver à cette mémoire des saveurs, à cette mémoire de ce que vous allez goûter maintenant avec ce genre de dégustation. Voilà. Alors à Taïwan, il y a pas mal de gens qui ne préchauffent pas, mais aujourd'hui il fait vraiment très très froid. C'est nécessaire. On a, je crois, 10 degrés dehors. Ce matin, il a même neigé pour la première fois depuis 2016 à Yangmingshan, dans les hauteurs de Taipei. Donc il fait vraiment extrêmement froid, et le préchauffage est vraiment nécessaire. Le préchauffage également du couvercle. Hop, j'éteins ça. Alors, si vous êtes pressé, un petit truc, c'est de mettre le couvercle dans la tasse. Et avec l'eau très chaude, il va se préchauffer beaucoup plus rapidement qu'au contact. Alors là, j'ai pris deux thés assez similaires, même si là, au départ, ça n'a pas trop l'air, un avec beaucoup plus de feuilles que l'autre. Mais c'est le même thé en fait. Là, c'est le thé de Shanlinchi du printemps, et là, c'est la version hiver. Le printemps, ça c'est le deuxième jour, le 3 mai,
Là, l'hiver, j'ai un petit peu oublié, c'était début novembre, il me semble. Donc, et 3 grammes à chaque fois que j'ai mesuré. Donc la méthode brute, on infuse très rapidement. Je parle même pendant que j'infuse, vous voyez, je ne suis pas du tout en mode lent de dégustation et de concentration maximale. Je suis vraiment en mode bourrin. Je veux vraiment stresser les feuilles pour qu'elles donnent le maximum. Là, je regarde quelle heure il est maintenant. Ok. Et donc, je vais mesurer environ 6 minutes. Ça, c'est mon standard à moi. Euh, alors, pendant ce temps-là, on va également avoir besoin de ceci. Une cuillère à soupe en porcelaine. Hein, je vais vous montrer comment vous servir de cet instrument pour la dégustation. Et c'est un instrument assez utile et très usité par les professionnels et les fermiers à Taïwan. Hein. Donc, je vais vous montrer également comment l'utiliser. Donc là, on ne regarde pas dedans, on laisse infuser les feuilles. Donc moi, pendant encore 5 minutes. Donc l'idée de faire ce genre d'exercice, c'est donc une pratique de comparer des thés. Hein. Et plus on compare des thés qui sont très proches, plus ça va être un peu difficile de voir les différences, mais plus ces différences auront un sens précis. Donc, un petit peu comme c'est difficile de comparer deux eaux parce que bon, il y a vraiment juste quelques milligrammes de sels minéraux qui vont faire la différence. Donc là, si on a des thés très très proches, la différence, elle va se jouer sur là où les variables qui ont changé entre ces deux thés. Donc là, on est sur deux Shaninchi, par exemple, qui viennent du même fermier, de la même plantation. Donc ce sont chaque fois les mêmes arbres, le même cultivar Qingqing Oolong. La différence, c'est printemps, hiver. Et donc ensuite, la différence, ça va être le temps qu'il a fait le jour de la récolte au printemps et le temps qu'il a fait aussi le jour de la récolte en hiver. Euh, Ça, c'est donc la variable qui va impacter le goût et la différence de goût entre ces deux oolongs. Hein, donc là, on est vraiment déjà dans quelque chose de très précis. Hein, je ne compare pas. On essaie de ne pas comparer un thé vert du printemps avec un oolong d'hiver, ni euh, qu'est-ce qu'il y a encore, un puer de printemps avec un thé rouge d'hiver. Non, non, on reste dans la même catégorie. On est même dans la même montagne, même chez le même fermier. Vraiment, il y a dans le même cultivar forcément. Et c'est la seule chose qui a changé donc, c'est la saison et forcément également les conditions climatiques dans la saison. Alors euh, on a vu aussi au niveau des couleurs des feuilles une couleur assez similaire verte qui indique que le degré d'oxydation est similaire. Par contre, on a vu d'un côté il y avait des feuilles très petites et d'autres des feuilles très très grandes. Donc là, il y a également il y a une différence assez notable, pas forcément dans euh, la feuille elle-même, mais euh,
on a, donc une feuille a été récoltée bien plus grande que l'autre. Ça aura probablement un impact sur le goût qu'on va essayer d'analyser. Ce qu'on peut faire également avant la dégustation, avant l'infusion, c'est de sentir les odeurs des feuilles sèches. Là, il m'en reste encore une. Rien que comparer les odeurs va aussi nous donner des indications sur cette différence entre les saisons. Autre chose, au niveau de l'hiver, on aura plus des bourgeons, on voit plus des points blancs sur les feuilles que au printemps. Donc ça c'est une chose qu'on peut remarquer, les bourgeons d'hiver sont plus présents qu'au printemps. Encore une petite minute. Par contre, au niveau de la fraîcheur, on a des sensations assez similaires. Donc l'oxydation est assez similaire. Les deux sont forcément très très frais, hein, vu que l'un est de mai 2020 et l'autre c'est novembre 2020. Donc on a deux thés très très frais. Voilà, on est environ arrivé à 6 minutes. Alors, vous voyez que le design de ce set est fait de telle manière à ce que la tasse d'infusion, elle se cale bien sur la tasse qui reçoit l'infusion. Ça permet d'attendre que le thé s'écoule. Voilà, 1 et 2. Et maintenant, on peut sentir les deux thés, on peut même les exposer. Les sortir là-dessus pour mieux les voir. Sentir également les odeurs dans la tasse. Alors je vais vous montrer un petit peu une autre manière de sentir. Je vais vous apprendre à sentir. Parce que même sentir, ça ne va pas toujours de soi. Et ce que T. Parker nous enseigne, pour sentir, c'est d'abord sentir une senteur courte et ensuite une senteur plus profonde, hein, une inspiration plus profonde pour sentir. Vous remarquez que je rince ma cuillère quand je vais d'une infusion à l'autre. Là, j'inspire au-dessus de la cuillère, mais par contre, j'expire à côté. Hein, on ne va pas expirer sur la cuillère pour ne pas modifier avec notre odeur, avec l'odeur de notre haleine, les odeurs du thé qui sont sur la cuillère. Alors, qu'est-ce qu'on a senti ? Alors au départ, il y a une odeur assez sucrée et l'odeur profonde, elle révèle un peu plus de fleurs, de forêts. Mais bon, c'est des odeurs de houblon de haute montagne, donc c'est des choses très très évanescentes, très légères, très fines. Et donc ce qui va être intéressant, il y a des similitudes entre les deux, mais il y a également un peu des différences.
Euh, Remarquons aussi la couleur de l'infusion, un peu plus claire pour l'hiver, un peu plus concentré pour le printemps. Le printemps ayant beaucoup plus de petites feuilles semble avoir donné plus d'arômes. L'hiver est un peu plus léger. Bon, maintenant pour goûter. Alors même si on n'arrive pas toujours forcément à mettre un nom dessus, il s'agit d'arriver à reconnaître un petit peu ces odeurs qui sont un peu distinctes à l'hiver, de celles qui sont particulières au printemps. Il y a beaucoup de douceur ici. Plus d'intensité. Un petit peu d'astringence, un petit peu de peps, d'énergie dans le printemps. On voit que la couleur est un peu différente aussi, un peu plus jaunâtre en hiver, avec des marques d'oxydation un peu plus marquées, comme s'il avait fait un petit peu plus chaud, alors qu'au printemps, la couleur verte est plus sombre et plus vert sombre, je dirais presque un peu bleu-vert. Donc elle a eu plus de... donc le vert, la chlorophylle, ça vient de l'exposition au soleil. Donc probablement eu plus d'exposition au soleil, ce qui est un peu normal vu que en mai, la durée d'exposition du soleil est plus longue qu'en novembre. En novembre, on a passé l'équinoxe d'automne, donc on est à moins de 12 heures de soleil par jour, alors que en mai, on a plus que 12 heures. Et donc c'est normal que ce vert soit plus intense, donc il ait reçu plus de soleil au printemps qu'en euh, qu'en hiver. Alors, faisons le trajet inverse maintenant du printemps à l'hiver. Ici, il y a une salivation, il y a un aftertaste, ça fait bien plus saliver les glandes dans la bouche. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus de finesse. Donc deux caractères assez différents. Le caractère printanier est assez exubérant. C'est un caractère vif et frais et intense, alors que le caractère de l'hiver, il est beaucoup plus en douceur, beaucoup plus rond euh, et doux. Hein, voilà. Euh, donc ça c'est déjà euh, très schématiquement, avec des mots simples, ce qu'on peut dire d'une comparaison entre le même thé de haute montagne, de Shaninshi, Qingqing Oolong, récolté au printemps et en hiver. Voilà, et c'est donc avec ce genre de comparaison que vous apprenez beaucoup plus de choses pour bien comprendre l'été et l'influence donc de la saison sur le caractère du thé. Donc là, on remarque bien que le printemps, avec un peu plus de soleil, mais beaucoup de fraîcheur, va donner de la vivacité, de l'énergie, alors que l'hiver, on est également dans des zones de température assez similaire, où il fait juste assez chaud pour que les feuilles poussent, mais parce qu'il y a moins de soleil, le vert est un peu moins intense, et notamment sur ce batch-là, on a vraiment beaucoup de douceur. Alors, euh,
il faut toujours faire un petit peu faire attention. Maintenant, on a pris deux thés en particulier. Est-ce qu'on arrive vraiment à déduire euh, euh, toutes ces règles si depuis ces deux thés-là, est-ce que ce thé du printemps est-il vraiment représentatif du printemps et ce de l'hiver est-il vraiment représentatif de l'hiver? Forcément, chaque printemps est un petit peu différent. Hein. J'aime même cette année euh, un Shaninshi cueilli le jour d'avant, qui va être un petit peu différent, mais pour moi, il représente assez le printemps. L'hiver, c'est parfois un petit peu plus complexe. Celui-là, il est un petit peu il dénote par rapport à d'autres Zulong de Alishan, par exemple, de cet hiver. Mais parce que j'ai eu l'occasion depuis de nombreuses années de goûter à des Zulong de haute montagne de printemps et d'hiver, je dirais quand même que ce que je viens de tirer comme conclusion sur la dégustation de ces deux thés correspond assez bien au caractère de ces deux saisons, printemps et hiver, pour les Oolong de haute montagne. Et donc ça, c'est une manière euh, de se faire soi-même un cours de thé, hein, en prenant des thés assez proches, où il y a peut-être juste une variable qui change. Mhm. Donc si vous êtes au début de votre apprentissage, prenez des thés assez différents pour voir la différence entre peut-être des familles, entre des cultivars, et plus vous aurez de bagages, plus vous aurez appris sur le thé en faisant ce genre de comparaison, plus vous pouvez aller dans des comparaisons de plus en plus fines pour, par exemple ici, voir les différences entre euh, un thé de la même montagne à deux saisons différentes. Voilà. Euh, donc, par exemple, dans ma sélection, il y a encore plein d'autres comparaisons qu'on peut faire. Avec les élèves de philosophie d'Oxford, j'avais fait une comparaison de mes deux Sejitchun, Dongpien, la version non torréfiée et la version torréfiée, pour apprendre ce qu'est la torréfaction. Ce matin, dans mon cours en anglais, j'avais fait la comparaison des Shaninshi de 2019 de printemps, la version légèrement torréfiée et la version top ronchui à torréfaction moyenne, pour voir en quoi le niveau de torréfaction va influencer les arômes. Donc là, c'est maintenant quelque chose où on pourrait continuer, où on pourrait combiner maintenant les deux cours, hein, euh, Shanlinshi printemps-hiver, et ensuite Shanlinshi euh, non torréfié et Shanlinshi torréfié un petit peu et beaucoup, hein, et voir comment à chacune de ces changements, euh, soit de saison, soit de degré de torréfaction, les arômes évoluent. Qu'est-ce qu'il y a encore comme possibilité de changement? J'ai deux thés de Juefeng, un Qingxing Oolong et un Jinxuan Oolong de Juefeng de cet hiver. Donc là, ça c'est la comparaison de ces deux thés permet de voir l'impact du cultivar euh, sur, euh, sur les arômes quand un thé provient de la même montagne et même de la même saison. Qu'est-ce qu'il y a encore comme euh, possibilité? J'ai des. Bon, j'ai fait des sets. Hein, j'ai un set de euh, 4 pouers, euh, deux qui sont des vrais anciens pouers, et puis deux copies de pouers. Ça, c'est également un set très didactif pour apprendre à distinguer les pouers qui sont vraiment vieillis et des pouers qui sont en fait cuits et qui connaissaient de passer pour des vieux pouers Shan. Qu'est-ce que j'ai encore comme set? Euh, bon,
j'ai un peu oublié. Par contre, oui, j'ai également des beautés orientales euh, de, euh, de différentes saisons. Par exemple, cette année, j'ai du été et automne, hein, voir l'impact de la saison. Euh, et j'ai également des beautés orientales de Sinju, très traditionnelles, et du Wenshan Baozong, enfin, et de Wenshan, hein, qui sont faits avec les thés qui d'habitude sont utilisés pour le Baozhong, mais en été, quand ils sont mordus, les fermiers dans le Wenshan prennent ces feuilles et en font du beauté oriental. Donc ça, c'est aussi une manière de comparer le même thé, beauté orientale, quand il est fait à Sinju de manière traditionnelle et quand il est fait à Pinglin dans le Wenshan, quelles vont être ces différences. Donc, et ça, plus vous faites ce genre de comparaison, plus vous aurez euh, une base de données dans votre expérience de goûts différents et vous saurez mieux euh, euh, à quoi sont dues les différences de goût dans un thé ou d'un autre parce que vous avez fait ces comparaisons-là. Hmm. Donc, Vlad vient de me demander, pour les autres thés plus charpentés, les thés rouges puer, recommandes-tu également 6 minutes d'infusion car ils deviennent très intenses. Les arômes ne seront-ils pas trop étouffés? Euh, euh, alors, ça dépend un petit peu de votre goût à vous, si vous aimez ces thés très très forts ou non. Euh, je ne jouerai pas tellement sur la longueur d'infusion. Si une fois que vous avez décidé d'une certaine longueur d'infusion, j'y resterai. Parce que en poussant très longtemps l'infusion, vous sortez les arômes qui sont les plus lourds, peut-être un peu les moins bons. En fait, les arômes les plus légers, ils sortent toujours au départ. C'est pour ça que si on fait des infusions très courtes, même avec un thé pas tellement bon, on arrive quand même à faire une infusion assez correcte. La qualité d'un thé vraiment se joue surtout sur la fin, quand l'infusion est très longue. Donc il est quand même intéressant de faire une infusion assez poussée, même avec tous les thés. Mais sauf pour ces thés-là, éventuellement, puisqu'ils sont très intenses, vous pouvez vous dire, OK, pour les thés rouges et les thés puer, ceux-ci, je vais les faire avec 2 grammes au lieu de 3. Mais quand même de garder cette longueur d'infusion pour voir la qualité euh, des feuilles. Est-ce qu'elles vont devenir très amères ou non si on les pousse aussi loin, hein, sachant que des très bons thés rouges ou très bons puer, on peut effectivement les pousser également 6 minutes. C'est notamment vrai pour les vieux puer Sheng. Ils deviennent très très bons. Mais effectivement, on peut éventuellement un petit peu réduire, et c'est ce que je fais parfois, on peut réduire à 2 grammes. Pareil pour les thés verts en fait, hein, les thés verts sont plus légers, mais ils ne supportent pas non plus tellement des concentrations trop fortes. Pour les thés verts aussi, je préfère utiliser seulement 2 grammes, mais je les pousse quand même pendant 6 minutes pour l'infusion. Mm. Voilà, voilà. Merci pour ta question. Je crois qu'on s'approche de la fin de ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Je le repasserai sur YouTube. N'oubliez pas de me mettre un petit like. Ça m'aide, ou bien de souscrire à la chaîne. Et donc, les nouvelles cartes postales sont là. Vous pouvez en profiter. J'espère qu'elles vous plaisent. C'est vous qui les avez choisis, sauf la dernière, ça c'était moi. Et je vous retrouve alors la semaine prochaine avec un nouveau cours. Euh, et donc ce cours-là a été un petit peu particulier. Nous n'avons pas fait de dégustation de manière à rendre
le thé le mieux possible. Nous avons fait une dégustation plus didactique pour apprendre sur le thé. Et je dirais que cette infusion, ça va être un petit peu donc c'est un peu l'infusion de base. Il faut que quand vous infusiez avec un Gaiwan ou avec une théière, que vous arriviez à faire mieux que ça. Ça c'est vraiment le minimum syndical. Euh, le thé, quand on l'infuse à l'arrache, quand on l'infuse comme un bourrin avec de l'eau bouillante, ça donne ça, hein. Et en fait, ça c'est déjà très très bon. Mm. J'avais soif après avoir fait ce long cours, donc en fait là, il est parfait, il est très très doux, je peux en boire une grande quantité. Celui de printemps, il est plus fort, mais il me donne encore plus d'énergie. Très bon également. Et donc ça, c'est vraiment euh, le minimum ce que vous devez avoir. On voit que les feuilles sont bien ouvertes, ça c'est vraiment nécessaire euh, pour exprimer euh, les arômes des houblons. Il faut que les feuilles vraiment soient ouvertes. Faut que ce soit vraiment le cas, surtout pour des houblons non torréfiés. Quand ce sont des houblons torréfiés, ça va dépendre du degré de torréfaction si on arrive à ouvrir les feuilles ou non. Euh, mais, mais après 6 minutes, il vaudrait mieux quand même que les feuilles arrivent à s'ouvrir. C'est quand même un bon signe de qualité. Et donc ça, c'est vraiment, ça doit être votre minimum de qualité, hein. Si vous faites attention au temps, à comment vous infusez, etc., vous devez arriver à faire mieux que ça. Si vous n'arrivez pas à faire mieux que ça, c'est que au niveau de la technique de votre infusion, quelque chose ne se passe pas bien. Donc ça, c'est technique 0, la technique la plus simple. Vous obtenez, peut-être, on est à 50, hein, et en comprenant le thé, l'idée c'est de comprendre son caractère, en comprenant le thé, euh, par, euh, par après, dans un chashi, vous devez arriver à faire mieux. Mais ça, ce n'est pas l'objet de ce cours aujourd'hui, hein, une chose après l'autre. Là, vraiment, aujourd'hui, l'objet, c'était de comprendre les thés, de les infuser de manière standard, simple, rationnelle et scientifique. Mais ce n'est pas la meilleure manière de les infuser. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé avec les chashi et qu'on continuera de voir dans les cours futurs. Voilà, ben, j'espère que cette première leçon de thé de 2021 vous a plu et je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Allez, bye bye.